Information de 23h sur ATI1. Madame, monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de ce journal. Réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité ce mardi sur l'arrestation au Mali de 49 militaires ivoiriens considérés par les autorités maliennes comme des mercenaires. Le CNS demande aux autorités maliennes de libérer sans délai les militaires ivoiriens injustement mis aux arrêts depuis dimanche dernier à Bamako. Le président de la République s'est entretenu en début de soirée ce mardi avec Toumaya Iboni, l'ancien président du Bénin. L'entretien a porté sur sa mission de médiation de la CEDEAO pour la transition politique en Guinée. Et puis comment occuper sainement les enfants durant ces vacances? La 13e édition du tournoi de football de la Fondation Children of Africa, doté de la Coupe Dominique Ouattara, a été lancée ce mardi. Le tournoi se déroulera dans 71 localités du pays. Bienvenue dans ce 23h. Une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité s'est tenue ce jour sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara. L'ordre du jour a porté sur l'arrestation dimanche dernier à l'aéroport international de Bamako de 49 militaires ivoiriens considérés comme des mercenaires par les autorités maliennes. Le Conseil national de sécurité a clarifié l'objet de leur présence sur le territoire malien et exige leur libération sans délai. Le communiqué lu pour vous par Abou Sanogo. Une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité s'est tenue ce mardi 12 juillet 2022 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. L'ordre du jour de cette réunion a porté sur l'arrestation par les autorités maliennes de 49 militaires ivoiriens le dimanche 10 juillet 2022 à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou de Bamako. Le chef d'état-major général des armées a fait une présentation sur les circonstances de la présence de 49 militaires ivoiriens sur le sol malien et de leur arrestation par les autorités maliennes. Contrairement aux allégations contenues dans le communiqué numéro 034 du gouvernement de transition du Mali du lundi 11 juillet 2022, ces militaires sont régulièrement inscrits dans l'effectif de l'armée ivoirienne et se trouvaient au Mali dans le cadre des opérations des éléments nationaux de soutien NSE. La présence de ces détachements des éléments nationaux de soutien est conforme au mécanisme de soutien au contingent des pays contributeurs de troupes dans le cadre des missions de maintien de la paix et est bien connu des autorités maliennes. En effet, en vertu d'une convention signée en juillet 2019 entre la Côte d'Ivoire et l'Organisation des Nations Unies, et conformément à un contrat de sécurisation et de soutien logistique signé avec la société Sahel Aviation Service SAS, des militaires ivoiriens sont présents à l'aéroport de Bamako. Depuis cette date, 7 contingents se sont relayés périodiquement sur ce site sans aucune difficulté. À leur arrivée au Mali dans le cadre de la 8e rotation, le dimanche 10 juillet 2022, une copie de l'ordre de mission du contingent a été transmise aux autorités aéroportuaires maliennes pour attester de la régularité de la mission. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ainsi que le chef d'état-major des forces armées maliennes en ont reçu copie. Aucun militaire de ce contingent n'était en possession d'armes et de munitions de guerre à sa descente de l'avion. Les armes du contingent, comme autorisées par les Nations Unies pour la protection personnelle et les cas d'autodéfense, et selon les procédures en la matière, se trouvaient dans un second avion. Au regard de ce qui précède, le Conseil national de sécurité demande aux autorités maliennes de libérer sans délai les militaires ivoiriens injustement arrêtés. Le Conseil national de sécurité tient à rappeler que la Côte d'Ivoire, qui a toujours œuvré au sein des instances sous-régionales, régionales et internationales pour la paix, la stabilité et le respect de l'état de droit, ne peut s'inscrire dans une logique de déstabilisation d'un pays tiers. Le Conseil national de sécurité informe l'opinion nationale et internationale que les autorités ivoiriennes continueront d'œuvrer pour le maintien du climat de paix et de fraternité qui a toujours prévalu entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Enfin, le Conseil national de sécurité appelle les populations au calme et à la retenue et assure que toutes les dispositions sont en cours pour obtenir la libération rapide de nos braves et vaillants soldats.
Voilà le compte-rendu de la réunion d'urgence du Conseil national de sécurité tenue ce jour. Et poursuivons avec l'agenda du chef de l'État. Le président de la République s'est entretenu ce jour en début de soirée avec l'ex-chef d'État béninois Thomas Yayi Boni, désigné médiateur principal de la CEDEAO pour la transition politique en Guinée. Yayi Boni est venu saluer le chef de l'État et recueillir pour la même occasion ses conseils et recommandations avant d'entamer la mission à lui confier lors de la 61e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Écoutons son propos à l'issue de cette rencontre. Accueillir le président Thomas Yayi Boni, l'ancien président de la République du Bénin, qui a été désigné par la conférence des chefs d'État de la CEDEAO le 3 juillet dernier comme médiateur de la CEDEAO pour la Guinée. Et donc, le président Yayi Boni est un frère, un ami. Il a souhaité venir s'entretenir avec nous avant de commencer sa mission et je voudrais le remercier de cette part d'attention et lui souhaiter bonne chance. Je lui ai dit que la Guinée est un pays voisin, ami. La Côte d'Ivoire, les Guinéens sont nos frères et nos sœurs et que je comptais sur lui pour nous amener à trouver une solution avec les autorités guinéennes dans l'intérêt du peuple de Guinée. Monsieur le Président, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Non, le Président a tout dit. Chers amis, vous savez, nous sommes en Afrique. Je tenais à lui dire que les valeurs africaines, il faut que nous puissions, nous les jeunes, nous puissions les préserver. Et le président Alassane, vous, comme vous le savez très bien, par rapport à moi et par rapport à cette jeunesse africaine, par rapport à moi, depuis la BCAO, il a été gouverneur et tout ça, je l'ai suivi, porteur de valeurs, et il disait que, compte tenu du rôle qu'il a joué et du rôle joué par les autres aussi, c'était nécessaire qu'il puisse passer le voir pour lui dire merci pour cette manque de confiance, le rôle qu'il a joué. Je pense que je ne pouvais pas aller à Conakry, mettre pied à Conakry, sans venir le voir, compte tenu de tout ce qu'il a en train de faire, non seulement en Côte d'Ivoire, mais encore au niveau de la sous-région et du continent. Donc il est pour nous une source d'inspiration. Voilà le chef de l'État, Alassane Ouattara, et l'ancien chef d'État du Bénin, Thomas Yayi Boni. Les deux personnalités s'exprimaient ici sur le nouveau rôle de la mission de Thomas Yayi Boni en Guinée. Parlons de la lutte contre le terrorisme. La Côte d'Ivoire et la France souhaitent ouvrir l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville à de nouveaux partenaires internationaux soucieux de s'engager dans cette lutte. Une conférence de donateurs a lieu à Paris dans ce cadre et elle permettra d'annoncer les nouvelles contributions internationales dans la lutte contre le terrorisme dont la menace est constante. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a invité les participants de 60 pays présents à mobiliser les ressources pour terminer les infrastructures de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, suivant un extrait de son intervention à l'ouverture de cette conférence. La lutte contre le terrorisme est une affaire de tous les pays, épris de paix, de stabilité et de développement. Les efforts déjà consentis par nos deux pays profiteront à court et moyen terme à tous nos pays ici représentés. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de votre soutien pour poursuivre ensemble cette ambitieuse aventure. Le projet de l'AILCT n'est pas entièrement achevé et son fonctionnement sur le long terme reste à garantir alors que les menaces persistent, voire s'intensifient. La situation dans la région du Sahel montre que nous devons agir vite et ensemble afin d'éviter que toute l'Afrique de l'Ouest, où nous déplorons des attaques terroristes de plus en plus violentes, ne s'embrase.
La première dame de Côte d'Ivoire contribue à occuper sainement les enfants du pays durant ses vacances scolaires. La 13e édition du tournoi de football de la Fondation Children of Africa, dotée de la Coupe Dominique Ouattara, a été lancée ce mardi au cabinet de la première dame. L'objectif, c'est de donner la chance aux enfants de pratiquer le sport, facteur d'éducation et de socialisation. Alexis Ouedraogo. Dans les jardins du siège de la Fondation Children of Africa ce mardi, place au football. Après 2 années d'interruption liées à la Covid-19, l'édition 2022 du tournoi, doté de la Coupe Dominique Ouattara, est lancée au grand bonheur des petits et des grands. Ce sont les valeurs véhiculées autour de cette activité que nous voulons retenir. Valeurs qui sont, faut-il le rappeler, le goût de l'effort, l'esprit de discipline, la persévérance, le respect de l'autre et la solidarité. Pour cette 13e édition, 71 localités sont en lice pour plus de 29 millions de francs CFA de primes. L'occasion pour les plus jeunes de s'occuper sainement. Maman Nadine Sangaré, directrice de la Fondation Children of Africa. Je vous prie de transmettre à nos mamans tout notre amour et notre reconnaissance pour toutes ces actions de bienfaisance à notre endroit. Partenaire de cette vision, le président de la Fédération ivoirienne de football s'est engagé à prolonger cette action de la première dame. Ce qu'elle fait pour notre jeunesse, mais nous allons nous en saisir pour le faire au plan national. Non pas pendant les vacances uniquement, mais durant toute l'année scolaire. Le président de la République a mis des moyens exceptionnels pour créer de nouveaux stades dans toute la Côte d'Ivoire. Et ces stades de compétition auront autour des stades d'entraînement. Et ces stades d'entraînement donc, vont servir à la pratique du football pour en faire de véritables lieux de vie. Une vision saluée par le ministre des Sports. Faites en sorte que les vertus du sport soient au cœur de vos activités, pour renforcer vos liens, pour créer une véritable animation citoyenne, pour être loin des vices. Nadine Sangaré, directrice nationale de la Fondation représentant la Première Dame, a rappelé l'importance du sport pour les tout-petits pour une croissance de qualité et le développement de valeurs de discipline et de fair play. Par la promotion de ces valeurs, associées à nos actions dans le secteur de l'éducation, la santé et le social, la Fondation Children of Africa œuvre pour le bien-être de nos enfants. À cet effet, le tournoi de la Fondation Children of Africa, qui est sa 13e édition, offre à des milliers d'enfants âgés de 7 à 15 ans la joie de participer à une compétition pendant les vacances scolaires. Notons que pour cette 13e édition, chacune des localités retenues reçoit un montant de 410 000 francs CFA, des cadeaux en nature composés de jeux de maillots et de ballons. Dans l'actualité parlementaire à l'Assemblée nationale, ce mardi, 5 projets de loi ont été adoptés en plénière. Les textes présentés portent entre autres sur la création de l'Ordre national des infirmiers et infirmières. Encore un autre texte, la réforme du secteur de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle en Côte d'Ivoire. Suivons le détail de la séance avec ce compte-rendu de Moussa Konaté. Selon des rapports d'inspection du ministère en charge de la santé, près de 70% des personnels exerçant les soins infirmiers dans certains centres de santé n'ont pas la qualité d'infirmier. Une situation que l'État veut corriger avec la mise en place de l'Ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Le projet de loi portant création de cette organisation vient d'être adopté par les députés en plénière. Comme les médecins, comme les avocats, comme d'autres corporations, les pharmaciens, ils ont un ordre. Et c'est au sein des ordres que les gens décident de la discipline à établir. Et l'ordre va venir, en quelque sorte, les guider, leur rappeler la déontologie du métier de la santé. Autre texte soumis à examen à cette séance, le projet de loi d'orientation de l'enseignement et la formation technique et professionnelle qui vise à améliorer les conditions d'apprentissage dans les centres de formation et le projet de loi de ratification portant répression de la commercialisation et de l'exportation illicite des produits agricoles. Le texte vient renforcer la lutte contre le commerce frauduleux des produits agricoles. Cette loi est une loi révolutionnaire dans la mesure où elle permettra désormais à notre pays de savoir juguler les fuites des produits agricoles qui se font dans les pays limitrophes. Surtout que nous parlons d'industrialisation. On ne pourra parler demain que de transformation si, dès le départ, nous avons valorisé une main-d'œuvre par l'apprentissage
à tous les niveaux. Donc, 2 autres projets de loi ont aussi été adoptés. Il s'agit du projet de loi portant évaluation des politiques publiques qui répond à une exigence de bonne gouvernance et le projet de loi relatif à l'application de la Convention sur l'interdiction et la fabrication des armes bactériologiques. Cette séance plénière a enregistré la présence de 182 députés sur 252. Elle a été présidée par Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, qui présidait d'ailleurs cette séance, s'est entretenu aujourd'hui avec le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Les échanges ont porté sur la collaboration entre l'institution de l'État et l'entité gouvernementale. Moussa Konaté. Le renforcement du partenariat entre le ministère de la Réconciliation et l'Assemblée nationale, c'est l'objet de cette rencontre entre le ministre Bertin Kwadjo Konan et Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale. Les 2 personnalités partagent la même vision, celle d'œuvrer pour la stabilité dans le pays. Nous sommes venus dire notre disponibilité en tant que ministère de la Réconciliation à œuvrer de concert avec vous pour conduire ensemble ce processus pour le bonheur du peuple de Côte d'Ivoire, bonheur de ce peuple auquel est rattaché son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. L'Assemblée nationale, toujours engagée à accompagner le processus de réconciliation. Le président Adama Bictogo salue la démarche du ministre Bertin Kwadjo Konan. Je voudrais profiter de votre visite pour saluer la rencontre qui aura lieu dans quelques jours entre le président de la République et les acteurs majeurs de notre pays. Tout ceci, pour nous, vient s'inscrire dans le renforcement de la cohésion sociale et nous allons continuer de jouer notre part. Et c'est avec beaucoup de satisfaction que nous vous recevrons ici à l'hémicycle pour que vous puissiez nous faire partager votre programme sur les années à venir. Parce que la réconciliation, la cohésion obéit à un processus. C'est une dynamique qui ne s'arrête jamais. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a également félicité Adama Bictogo pour son élection à la tête de l'Assemblée nationale. Et toujours dans l'actualité parlementaire, Aya Moussoukro, la Chambre haute du Parlement ivoirien, reçoit en appui du service d'assistance canadien aux organismes un soutien apporté dans le cadre de l'élaboration d'un plan stratégique couvrant la période 2023-2028. Ce plan nécessitera 4 jours de travaux à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Kader Sogodogo. Le Sénat de Côte d'Ivoire continue sa marche pour la construction d'une nation ivoirienne forte. Afin d'être efficace dans le temps, l'institution de Jano Ahoussou Kouadio lance l'élaboration de son plan stratégique 2023-2028. Il s'agit pour la Chambre haute du Parlement d'assurer efficacement ses missions de vote de textes de loi, de contrôle de l'action gouvernementale et d'une meilleure représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. Les défis de notre institution sont grands et pour cela, nous nous devons d'assurer nos missions avec une grande rigueur dans le travail parlementaire. Pour relever ces défis, nous devons permanemment nous adapter en cherchant des méthodes de gouvernance et de gestion rationnelles et efficientes. Les travaux, qui vont durer 4 jours, enregistrent un partenariat fort. Le service d'assistance canadienne aux organismes, SACO. Après cette mission, il s'en suivra d'autres appuis techniques en collaboration étroite avec le Sénat sur la gouvernance inclusive, l'évaluation des politiques publiques, le partage et la mise à disposition d'outils et de techniques liés au contrôle de l'action gouvernementale. Le partenariat entre le Sénat et le service d'assistance canadienne aux organismes SACO a été signé le 11 mars 2022. L'élaboration du plan stratégique 2023-2028 est le premier né du mariage scellé. Et d'autres assises réunissent à Abidjan le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente et les directeurs généraux des loteries nationales de 5 pays de l'Entente à Abidjan pour des travaux de la réforme de la tranche commune Entente, une rencontre dans le cadre du projet d'intégration économique et de développement. Le point avec Abou Sanogo. Après les directeurs généraux de loteries nationales du Niger, du Burkina Faso, du Togo et de la Côte d'Ivoire, c'est au tour du Bénin d'être accueilli par le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, Marcel Amontano.
Cette rencontre se situe dans le cadre de la promotion d'une intégration politique et culturelle plus étroite et plus dynamique entre États membres sur la base de la fraternité et de la solidarité. La tranche commune entente, la TCE, a vécu. Ça fait quand même un certain temps qu'elle existe. Il était important de se voir pour faire le bilan de la TCE et voir dans quelle mesure on pourrait la réformer pour qu'elle réponde mieux aux besoins et aux attentes de l'environnement d'aujourd'hui. Le chef des délégations des directeurs généraux des loteries nationales des 5 pays de l'entente salue les efforts du secrétaire exécutif, notamment dans les domaines du renforcement de la coopération politique et sécuritaire. Au nom de mes pairs des autres loteries du Conseil de l'entente, ensemble, nous nous mettons au service du Conseil de l'entente sous l'égide de son Excellence, secrétaire exécutif, pour remplir cette noble mission. La tranche commune entente, TCE, est née de la volonté des chefs d'État des 5 pays de l'entente d'instituer un tirage sous-régional dans un pays membre à travers sa loterie. Créé le 29 mai 1959, le Conseil de l'entente œuvre à l'édification d'une communauté de destin unie et solidaire, paisible et économiquement viable. Passons à présent au dossier EcoPlus. Ce mardi, il ouvre une fenêtre sur le monde, précisément sur la situation sociale de certains Ivoiriens installés au Maroc. Nos reporters y ont rencontré des migrants en transit, des résidents ou encore des étudiants. Et bon nombre sont ceux qui vivent de petits métiers. Le reportage de Lanciné Bakayoko. Cet après-midi, à la mezzanine de ce business school dans la banlieue casablancaise, la diaspora ivoirienne reçoit la présidente de la coopérative des commerçants des produits vivriers de Cocody Angré, oui, Kofi. À l'ordre du jour, comment approvisionner le marché marocain? Dans la salle, pas comme. Il écoute, pose des questions, mais sans doute pour élargir son champ d'activité, le jeune homme a déjà un boulot. Ça n'a pas été vraiment difficile l'intégration, mais parce qu'il y avait eu des ennemis qui étaient là, qui nous ont permis de mieux nous intégrer auprès d'abord de nos communautés et le pays dans lequel qui nous a accueillis. J'ai fait une formation d'ingénieur financier ici au Maroc, mais je suis chargé d'affaires d'une structure marocaine qui est le leader dans tout ce qui est la vente de données financières au niveau des structures bancaires et autres. Si Pacom est arrivé au Maroc pour poursuivre ses études, ce n'est pas le cas pour Moussa en clientèle dans le quartier. Le Maroc était pour Moussa un pays de transit en partance pour l'Europe, mais il a fini par abandonner son rêve de franchir la Méditerranée. Aujourd'hui, il gère une entreprise d'envoi de marchandises vers l'Afrique de l'Ouest. On fait la livraison de marchandises de Casablanca au Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Nous sommes là depuis 10 ans, 10 ans d'expérience. On est bien structuré, tout organisé, tout fonctionne normalement. À longueur de journée, il sillonne les rues de Casablanca à bord de sa camionnette à la recherche de clients potentiels. À son équipe, il a intégré plusieurs de ses compatriotes, dont Amara. Avec l'administration marocaine, les relations évoluent plus ou moins bien. Au plan local, il n'y a pas de problème, seulement qu'il faut faire la pub, juste sensibiliser les Ivoiriens pour les envois de marchandises, quoi. Donc on essaie de tenir avec les autorités, tout ça là. On essaie de gérer pour atteindre 2 bouts, quoi. Jacques est le président de l'Association des jeunes Ivoiriens au Maroc. C'est lui qui est à l'initiative du cadre d'échange entre la diaspora et la reine du vivrier en Côte d'Ivoire. Il est de commerce facile selon ses camarades. S'il en est ainsi, c'est probablement parce qu'il fait partie des privilégiés au sein du royaume chérifien. Une insertion professionnelle réussie. J'ai fait 3 ans de licence en droit et 2 ans en ressources humaines. Donc tout comme bon chercheur d'emploi, lorsque l'offre s'est présentée, j'ai postulé. À l'issue des entretiens, ma candidature a été retenue. Donc je travaille au sein d'une banque de la place. Les Ivoiriens au Maroc se battent comme ils peuvent pour vivre. Ce restaurant, au cœur de la ville de Casablanca, est devenu quasiment un bout de territoire de la Côte d'Ivoire. Blessing est la responsable de ce maquis où la communauté ivoirienne se retrouve pour manger ivoirien. Beaucoup d'Ivoiriens, mais pas que.
On a un peu de toutes les nationalités, franchement. Ce n'est pas seulement les Ivoiriens qui viennent manger ici. Comme les Ghanéens, les Marocains même viennent manger ici, les Français, les Asiatiques. Les gens viennent découvrir au fait. Une vraie opportunité pour la présidente de Cocovico, venue rendre visite à Blessing. Une visite aux allures de prospection. J'ai vu que c'est vraiment de la nourriture ivoirienne. On fait du foutou, du placali, de la sauce copette, sauce aubergine, même du blé, on le fait. Donc c'est du vivrier. Donc le partenariat peut exister entre la Cocovico et le restaurant chez Maman Philou. De quoi redonner de l'espoir à Blessing, qui n'envisage pas retourner en Côte d'Ivoire de sitôt. Est-ce que vous avez souvent envie de retourner chez vous? Bon, franchement, moi, personnellement, je n'ai pas encore eu cette envie. Parce que je me sens bien ici. Là, c'est l'ancienne Médina, le marché africain de Casa, un monde de brouhaha, un univers de coiffure et d'esthétique, mais aussi de produits comme les féculents, les herbes médicinales séchées, les poissons fumés, du miel et autres ingrédients alimentaires. Mais combien gagne-t-il? Motus et bouche cousue. Voilà un reportage sur la vie des Ivoiriens au Maroc qui renferme autant de sujets sur l'intégration, l'immigration, encore la coopération économique. En Côte d'Ivoire, les résultats des examens de fin d'année des institutions d'éducation et de formation féminine sont disponibles. 680 candidates sont déclarées admises sur 714 inscrites. Un taux de réussite de 95,23% selon ce reportage de Sephora Zegui. Dans les institutions d'éducation et de formation féminine IFEF, l'heure est au résultat des examens de fin de formation. 95,23%, c'est le taux de réussite cette année. Sur 714 candidates présentes, 680 sont déclarées admises avec un taux de réussite national de 95,23%. Contre 86,06% en 2021. Un progrès de 9,17% accompli. La tendance à la hausse amorcée ces dernières années se maintient. Dans l'ensemble, l'examen s'est déroulé dans des conditions satisfaisantes, de sorte qu'aucun incident susceptible d'entacher la régularité de son organisation et la fiabilité de ses résultats n'a été notée. Parmi les 714 auditeurs ayant pris part effectivement à cet examen, 7 hommes, dont 6 admis. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant félicite les admis. Il encourage par ailleurs les femmes, les jeunes filles et les jeunes hommes déscolarisés ou non à rejoindre les rangs des IFEF. Les résultats sont disponibles depuis 11 heures dans le hall de la direction de la formation au plateau à la Tour E et dans les centres de composition. Dans le secteur du transport, le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport promet faire barrage aux augmentations sans concertation du coût du transport, une déclaration en rapport avec la majoration sur les titres de transport dans la commune de Yopougon. Le point avec Lancine Bakayoko. À Cocody, mais surtout à Yopougon, les tarifs du transport sont à la hausse sur certaines lignes intérieures. Une augmentation décidée unilatéralement par les transporteurs qui profitent insidieusement de la récente augmentation du prix du super à la pompe. Une situation mal appréciée par le ministère des Transports qui les invite à renoncer à cette augmentation jugée anarchique. Ayant donc constaté ces velléités d'augmentation des tarifs qui ne s'expliquent pas, Monsieur le ministre des Transports, M. Amadou Koné, a donné de fermes instructions à ces différentes structures, notamment la Direction générale des transports terrestres et de la circulation, à l'effet de maintenir le contact avec les opérateurs du secteur des transports pour que tous les problèmes soient adressés et qu'ils trouvent des solutions. Le désaccord exprimé par le ministère des Transports est partagé par le Haut Conseil des transporteurs. Selon la fêtière des entreprises de transport, s'il y a nécessité de revoir à la hausse le prix du transport, il va falloir au préalable faire un constat, situer les responsabilités et aviser le gouvernement avant toute action.
Autant dit, pas question d'agir de façon isolée. Nous avons décidé donc du maintien du tarif de transport urbain au niveau de Yopougon. En ce qui concerne les taxis communaux, à la somme de 250 francs. J'appelle donc l'ensemble des opérateurs dans le district d'Abidjan et partout en Côte d'Ivoire à observer les tarifs de transport que nous exerçons depuis et que toutes les dispositions seront prises pour que ce soit le réajustement, que ce soit des opérations d'augmentation, que ces différentes opérations se fassent dans des actions extrêmement concertées pour éviter que nos populations soient bêtes devant des faits accomplis. Le Haut Conseil des transporteurs demande à tous ses mandants sur le terrain de veiller à ce que toutes les lignes identifiées comme lignes rouges reviennent immédiatement à la normale. Selon la Direction générale des transports terrestres et de la circulation, plus de 90% des véhicules de transport en commun dans le pays fonctionnent au gasoil. À présent, suivons le point Covid de ce jour. Ce mardi 12 juillet 2022, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique annonce 81 nouveaux cas de Covid-19, 52 nouvelles guérisons et un cas de décès. À ce jour, en Côte d'Ivoire, un total de 14 940 026 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées pour lutter contre la pandémie. L'actualité à l'international, la ministre Candia Camara signe le livre de condoléances pour le décès du Premier ministre japonais. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Candia Camara, s'est rendue ce mardi à l'ambassade du Japon en Côte d'Ivoire au nom du président de la République, Alassane Ouattara. Elle a procédé à la signature du livre de condoléances de la disparition de l'ex-premier ministre japonais Shinzo Abe. Son décès est survenu, on le rappelle, le vendredi 8 juillet dernier des suites d'une attaque par balle. Après avoir présenté les condoléances attristées du gouvernement ivoirien au peuple du Japon, la ministre Candia Camara n'a pas manqué d'évoquer la visite historique effectuée par l'ex-premier ministre japonais à Abidjan. C'était en 2014, une visite qui a permis de renforcer qualitativement les relations diplomatiques entre les deux pays. L'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire s'est dit touché par la démarche du gouvernement et ne doute pas de la belle fraternité qui existe entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Il faut préciser que l'inhumation du défunt a eu lieu aujourd'hui au temple Zojoji dans le centre de la capitale nippone en présence de sa veuve Akie Abe, du Premier ministre en exercice Fumio Kishida. Shinzo Abe, on le rappelle, est mort à l'âge de 67 ans. Nous achevons ici ce journal. Merci de l'avoir suivi.